Et voilà, nous sommes toujours à train pour l'Assemblée générale de Conitomo, coalition de la diaspora togolaise pour la défense de la crise aussi. Là, je vais continuer. Entre-temps, vous qui n'avez pas eu l'occasion de nous suivre encore en direct sur Facebook TV et Radio La nous sommes encore toujours avec vous. Là, je vais attendre jusqu'à tout le temps. Sont présents plusieurs responsables d'associations et mouvements de la diaspora togolaise. Des femmes combattantes qui sont également engagées, elles sont dans la salle, les doyens sont là, et le couple de thèmes, avant il y avait un rapport d'activité de Conitomo, plein de travail. Les endroits amenés puisque la diaspora togolaise est posez-vous. Alors, le premier le doyen c'est pour acceptation qui est à la diaspora togolaise au fil des événements, qui fait partie aussi de la jeunesse dynamique de la diaspora et des rappels comme il y a jamais qui était tout fraîchement quand même de la diaspora mais longtemps on a réussi à lever et justement, justement, comment dénouer la crise politique congolaise et par la violence démocratique, je pense que c'est une bonne de colère, la raison pour laquelle nous sommes ici rassemblés. Quelle solution nous, co-débatteurs, nous avons de merci de nous suivre quelques continuer et à faire la communauté. Et là, je continue. Restez en liaison avec nous. Merci. Donc, bonsoir, bonjour à celles et ceux qui nous ont rejoints. Alors, le thème de cette conférence s'intitule Comment dénouer la crise togolaise et parvenir à l'alternance. Deux volets. Le premier volet, comment dénouer la crise politique et secondo, comment parvenir à une alternance démocratique. Alors, à ma gauche, le doyen prendra en premier la parole pour pouvoir s'exposer en 15 minutes ce qu'il a bien voulu préparer. Puis ensuite, Maître Agaré fera également le même exercice dans le même temps, c'est-à-dire pour une durée également de 15 minutes. J'assurerai la modération et sans plus tarder, je vais donc tenir le micro au doyen de sorte qu'il puisse écouter son exposé. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier le secrétaire général ou coordinateur général de Conitomo, Raymond Aïe, qui m'a fait l'honneur de m'inviter à cette assemblée générale. Je ne vous cacherai pas que je ne suis pas membre de Conitomo, mais je me réjouis aussi que je connais un certain nombre de compatriotes membres de Conitomo que nous nous sommes rencontrés à plusieurs réunions de Togolais en France, en Allemagne, en Belgique, et donc nous nous connaissons. Cependant, je vous réitère mes remerciements. Je voudrais vous dire que je n'ai pas, à mon niveau, posé la problématique telle que vous l'avez fait en termes de comment réaliser, dénouer la crise togolaise et parvenir à l'alternance.
il me semble que depuis des années, nous avons fait cela. Je vais parler franchement, au risque peut-être de susciter des malentendus, des incompréhensions et même un débat vif. C'est précisément cela que je souhaite, le débat vif. Je vous raconte un peu comment je suis arrivé ici. Je suis parti de chez moi ce matin à 4h45 parce que les trains que je devais prendre partirait du Mérite à 5h21. Ce n'est pas pour exposer ma personne et tout le sacrifice que j'aurais fait, mais c'est tout simplement pour vous dire que ce genre d'exercice, beaucoup d'entre nous l'ont fait depuis bien des années. J'ai retrouvé, comme je l'avais déjà dit, ici des gens avec qui on s'est retrouvé dans beaucoup de réunions. Mais, hélas aussi, beaucoup de ces gens avec qui on s'était réunis, eh bien, ils ont été déçus, ils ont été découragés et ils ont abandonné la lutte. Alors ça, à mon avis, devait nous faire réfléchir. Pourquoi nous avons fait tant de déplacements, tant de réunions, tant de luttes, tant de manifestations pour en être là où nous sommes aujourd'hui. Je suppose que normalement, une assemblée générale du Codi Togo devait réunir au moins la petite centaine. Et tout à l'heure, j'ai écouté le trésorier dire que sa camarade qui l'a précédé à ce poste a été obligé de démissionner. Combien serons-nous, ou bien combien serez-vous dans 2 ans, dans 5 ans, si la situation est toujours telle qu'elle est, ou celle qu'elle était? Tout à l'heure, quand mon jeune frère, Aladji Adam, est venu m'accueillir, je lui ai dit, tiens, voilà quelqu'un qui tient encore. Parce que c'est dans les premières heures que je l'ai vu dans la lutte. Bon, alors, je pose, moi, la question autrement. Sous un titre un peu différent de celui que vous avez choisi. Interrogation
sur l'alternance au Togo. Pour moi, il s'agit plutôt d'interrogation que de dire nous sommes ici pour réfléchir à la manière de dénouer la crise togolaise. Nous sommes ici pour arriver à faire des propositions pour l'alternance au Togo. Je ne me sens pas en mesure, je ne me sens pas capable de faire une telle proposition ou une telle série de propositions. En même temps, on avait mais au diable, coucou la mais va stimer à cause si tu veux arracher un chapeau à quelqu'un, j'ai préféré le mot arracher. Et je voudrais qu'on réfléchisse là-dessus. Regarde bien, observe bien sa tête. Et sois sûr que ce chapeau que tu veux arracher, c'est celui que tu veux. C'est celui qui correspond à ta vision du chapeau. C'est celui qui a les dimensions, les couleurs, celui qui est fait dans les matériaux que tu souhaites pour ce chapeau. Et sois sûr, d'abord, que c'est ce chapeau-là que tu veux. Je ne voudrais pas ressasser le passé, mais j'aime bien partir de faits et j'aime aussi m'amuser avec les métaphores. Je faisais ma 5e dans un village de Plateau qui s'appelle le Pélé. Et un 12 janvier 1963, je suis parti de ce village de manière à pouvoir prendre le premier train de Palimé à Lomé, le 13 janvier. Donc, j'ai passé la nuit à Palimé et le lendemain matin, très tôt, j'ai pris le train et nous venions tranquillement à Lomé. Lorsque, arrivé à Kébé, le mécanicien du train a reçu l'ordre d'arrêter le voyage. Alors, d'où venait cet ordre-là? Qui pouvait arrêter un train régulier dans son voyage? Et donc, on était resté quelques minutes, des minutes, et puis après, on a eu l'idée de sortir du train, on a eu l'idée de se mêler à la population des vendeurs de nourriture, et tout le monde se posait la question de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Parce que ce train, ce n'est pas la première fois qu'il fait ce voyage. Et subitement, oh,
qu'il y ait guerre, il faut qu'il y ait deux forces en présence. Alors, des gens spéculaient, les gens disaient que oui, c'est l'armée ghanéenne qui avait envahi le Togo à cause des problèmes de l'ancien Togo britannique que le gouvernement Ghana, le gouvernement ghanéen de Kwame Nkrumah avait annexé. Et bon, excusez-moi aussi de dire que, comme diraient les conteurs de chez nous, dans les maisons mortuaires, j'étais témoin, et nous aussi, nous avons manifesté pour que le Togo anciennement britannique soit rattaché à la République togolaise que dirigeait Sylvanus Olympio. Alors, les voyageurs, aussi bien que les paysans de Québec, les bonnes femmes vendeuses de nourriture, etc., ayant appris que la guerre est déclarée à Lomé, tout se disait au il y avait donc des gens, des paysans, des voyageurs qui étaient commerçants, des femmes, des jeunes, des enfants, prêts à en découdre avec toute armée d'envahisseurs. Lorsque les gens ont appris que la guerre était déclarée à l'ONU. On en était là, et puis, nouvel ordre, le train peut repartir. Et c'est seulement lorsque nous sommes entrés dans le train que les gens ont tourné le bouton de leur radio et ils ont appris ce qui se passait en réalité. Ce n'était pas une armée ghanéenne qui avait envahi le Togo, mais c'était bien des hommes togolais qui ont fait un coup d'État au président élu des Togolais et qui ont assassiné le président élu des Togolais. Je voudrais revenir sur la guerre. Et je voudrais vous poser la question de savoir si cette guerre-là est terminée. Parce qu'en fait, pour moi, il s'agit d'une guerre déclarée par une poignée de Togolais contre le peuple togolais. Parce que celui qu'il venait de tuer, celui dont il venait de verser le sang, c'était l'homme que les Togolais avaient démocratiquement élu. Et je pose la question en la ramenant à l'actualité. Tout à l'heure, j'ai causé avec un de nos camarades qui s'est présenté comme membre du gouvernement en exil. Est-ce que le même scénario ne s'est pas reproduit au Togo? Que des gens qui sont élus par le peuple togolais ne peuvent pas jouir de cette élection-là.
Et alors, la grande question pour moi est de savoir, est-ce que toutes les réunions, toutes les manifestations, toutes les déclarations, est-ce que même les soulèvements que nous avons faits ou que nous avons cru faire jusqu'ici ont changé cette situation de guerre de la poignée du Togolais qui est prête à tous les moyens à conserver le pouvoir conquis ce jour du 13 janvier 1963. Ça, c'est, à mon avis, une des questions à laquelle nous devons réfléchir. Et si nous réfléchissons à cette question, et si nous sommes conscients, tous, tant que nous sommes, que, au fond, c'est là le grand problème, le gros problème du peuple togolais. Je pense que prochainement, nous serons beaucoup plus nombreux. Soit dans le Togo, soit dans autre chose. Mais notre mouvement n'irait pas en se dispersant, en s'émiettant, en se réduisant, en s'affaiblissant, alors que l'autre force qui a toutes les forces, qui a pris toutes les forces, la force militaire, la force d'argent, la force des relations, et qui, plus est soutenue. Parce que, concernant cet événement du 13 janvier, il n'est un secret pour personne que des Français, non pas des individus français qui peuvent être nos amis, qui sont nos amis, qui sont mes amis, qui sont vos amis, mais des personnalités françaises étaient sur le champ de bataille ce jour-là et que ces gens-là sont restés sur le champ de bataille jusqu'aujourd'hui. Et pourquoi ils sont restés sur les champs de bataille? J'ai dit que pour faire la guerre, il faut deux forces en présence. Il y a une force qui est contre la force des braves gens de Québec, qui ce jour-là était prêt à en découdre au cas où ce serait une armée étrangère qui venait assassiner, tuer. Tout à l'heure, vous avez eu le débat sur les terroristes qui viennent des pays de l'Interland et qui assassinent nos compatriotes. Mais contre qui voulez-vous que nos compatriotes s'arment, ne serait-ce que d'armes blanches ou s'arment de Kalachnikov pour en découdre? Quand en même temps, dans le même pays, nous avons des Togolais qui, pour leurs intérêts sordides, égoïstes, ouvertement nous livrent la guerre. Et ça, je me dis, rien de nouveau, à part ce que nous connaissons. Alors,
Tout ça baigne dans ce que moi j'appellerais la diversion. On nous dira, on a autorisé la création des partis politiques. Tout à l'heure, dans la salle, quelqu'un a dit, nos partis politiques d'opposition, bon, moi je ne suis pas venu pour les critiquer. Mais voilà où ils sont. On a eu au Togo une commission vérité, justice, réconciliation. Est-ce que les résultats des travaux de cette commission ont été appliqués? Est-ce que les partis politiques constitués depuis 1990, est-ce que ces partis ont ne serait-ce qu'un tout petit espoir, à votre avis, sincèrement parlant, de parvenir un jour au pouvoir pour faire l'alternance? Jésus a dit à une femme samaritaine, vous parlez, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que nous parlons de ce que nous connaissons? Je dirais oui, nous parlons tous de ce que nous connaissons. Mais il ne faut pas que ce que nous croyons connaître et ce dont nous parlons, cela même devienne un piège pour nous, pour que nous en parlions toujours, sans que le pouvoir héréditaire dynastique des Gnassingbé change au Togo, sans que la France, qui a aidé la poignée des Togolais à combattre le Togo, à combattre contre le peuple togolais, sans que cette France-là soit toujours à côté du pouvoir pour le soutenir. Je dirais même que la conférence nationale, en apparence, ça nous a fait chanter cette nuit, nous tous. J'étais dans la foule qui a chanté cette nuit quand Eyadema avait signé le décret autorisant l'organisation de cette conférence. La question est de savoir où nous en sommes. Qu'est-ce que nous en avons fait? Moi, il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. 2 minutes. Il ne me reste plus beaucoup de temps à parler. Mais je dirais que nous devons, non seulement en tant que Audi Togo, non seulement en tant que parti d'opposition, non seulement en tant que Togolais, nous devons parvenir à une nouvelle conscience. Sinon, nous restons dans ce que, au théâtre, on appelle les décors de trompe-l'œil. Alors, est-ce que nous allons rester dans le décor de trompe-l'œil? Si c'est dans le décor de trompe-l'œil que nous restons, il me paraît inutile de dire que nous voulons
résoudre la crise togolaise, de dire que nous voulons parvenir à l'alternance. J'espère que nous allons avoir un débat franc. Je vous remercie. Merci, je rappelle que notre histoire est condamnée à la rupture. C'est important qu'on puisse individuellement ou collectivement opérer une introspection afin de savoir quelle part, d'abord chacun de nous, avons dans l'état actuel des choses et quelle part est-ce que nous avons également collectivement et comment est-ce que nous entendons donc retrousser les manches afin de prendre le taureau par les cornes tout en sachant que cette guerre dure depuis bientôt 60 ans et qu'elle est multiforme, c'est-à-dire qu'elle opère comme une queue. La tête se trouve en Occident et plus particulièrement en France et les tentacules sont donc en Afrique, représentés naturellement par ceux qui prétendent incarner la souveraineté de l'homme. Donc, sans plus tarder, je vais passer la main à Maître Algaré, qui puisse également nous exposer ce qu'il a préparé. Et puis, au terme donc, de son allocution, nous aurions aller vers le jeu naturel des questions et réponses afin donc, de rendre le débat politique. Merci beaucoup, camarades modérateurs. Je vais essayer de faire simple. Comment dénouer la crise politique togolaise et parvenir à la gouvernance démocratique? J'avoue que si on avait une réponse à cette question, je crois qu'on ne se retrouvera pas ici. Et donc, je vais essayer de faire simple pour que bon, chacun apporte sa contribution dans les débats. Je vais essayer de passer à la définition de quelques concepts, à savoir l'alternance politique démocratique, et qui se produit lorsque des partis appartenant à des courants politiques différents se succèdent au pouvoir. Bon, en principe, cela se concrétise par des élections transparentes et ça peut être des élections législatives ou des élections présidentielles pour faire renverser la majorité. Et donc, il est important à ce niveau de faire une précision que ce qui s'est passé en 2005 n'est pas constitutif de l'alternance démocratique. Le passage de Eyadema Gnassingbé à Fort Gnassingbé n'est pas une alternance politique en 2005. Ça, c'est très important de le noter et tout le monde le sait. Et le passage du régime RPT à UNIR n'est pas en réalité un changement de parti, parce que c'est les mêmes personnes et c'est les mêmes méthodes qui sont passées du régime RPT au régime UNIR. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'appellation RPT-UNIR bon, est une appellation qui est d'actualité. Alors, les facteurs explicatifs du défaut d'alternance. Ces facteurs sont essentiellement d'ordre institutionnel et traduisent la volonté réelle du régime RPT-UNIR à s'opposer et par tous les moyens à toute idée de changement. Et lorsque nous parlons de cette volonté de mater toute idée de changement, nous avons à l'idée des affaires des incendies criminels des marchés de Lomé et de Kara, où le régime a eu le courage d'incendier les marchés, là où qui constituent les sources de revenus de nos mamans, à partir d'où nos mamans ont pu élever
enfin leur postérité, le régime a eu cette ingéniosité funeste et criminelle d'incendier ces marchés juste pour décapiter les responsables du collectif Sauvons le Togo. Rappelez-vous qu'à la suite de ces incendies, les responsables des organisations membres de la société civile et des partis politiques ont été arrêtés et qui est jeté en prison, qui placé sous contrôle judiciaire. Et l'affaire Pachanga Singbe et Pascal Boudjoudan aussi sont des affaires qui évoquent l'idée qu'au sein même du régime, ceux qui ont des idées un peu progressistes pour penser à un changement, à un transfèrement du pouvoir, sont embasillés et puis sont mis en disgrâce. Nous avons appris au fin fond du dossier Boudjoudan que, écoute, c'est sa loi, la loi qu'on a votée en 2011, qui permet les manifestations pacifiques publiques. C'est ça, en réalité, qui est sous cette affaire, au lieu de nous parler d'une escroquerie internationale qui, en fin de compte, n'a pas eu raison de citer. Et donc, la justice et l'armée, quand je parle des facteurs d'ordre institutionnel, je dis que la justice donc, et l'armée, qui sont des institutions, sont en réalité les véritables fossoyeurs des droits de l'homme, de l'état de droit et de la démocratie au Togo. Et personne ne peut le démentir. Alors, lorsque nous prenons la justice togolaise est utilisée par le pouvoir RPT-UNI comme une arme politique pour embasiller les responsables politiques de l'opposition et les militants et leurs militants, les organes de contre-pouvoir. Nous savons la presse, les médias, les journalistes, les responsables de la société civile. L'affaire Nouboué qui est encore faite dans nos mémoires, ou simplement des gens, une organisation, les militants sont allés pour distribuer de l'eau et puis au cours d'une manifestation et on les a arrêtés. Ils ont passé près de 2 ans en détention avant de sortir. Et à travers en fait ce dossier, le régime a fait passer un message pour dire, mais écoutez, responsables de la société civile, vous pouvez défendre les droits de l'homme, c'est vrai, mais attention, quand vous lorgnez notre pouvoir, eh bien c'est un enseignement. Et je crois qu'à partir de ce jour, à partir de ce moment, il y a eu un certain découragement au niveau des organisations de la société civile pour un certain nombre d'engagements qu'ils avaient pris. Et il y a les emprisonnements, les placements sous contrôle judiciaire pour réduire au silence. Et au même moment, cette justice qui embasille les responsables politiques, elle n'est pas capable de traquer les auteurs d'actes de torture, des crimes de sang, les auteurs de détournement des deniers publics, les miliciens. Et cette affaire de miliciens, je crois quand même qu'elle a attiré l'attention de nous tous, où aux côtés en 2012, en 2017 plutôt, aux côtés des forces armées, on a vu les personnes qui sont sorties dans les rues, armées de cordelettes, donc d'armes blanches, et qui s'en prenaient aux manifestants. Avec la complicité des forces de l'ordre, parce que c'était sous le regard des forces de l'ordre que cela se faisait. Et à l'époque, le chef de l'État lui-même, dans une interview qu'il a accordée dans les colonnes du magazine Jeune Afrique, a reconnu l'existence de ces miliciens en parlant de groupes d'autodéfense. En parlant de groupes d'autodéfense. Et donc, je conclurai un peu au niveau de la justice pour dire qu'au regard de l'expérience personnelle vécue, la justice togolaise reste un véritable cimetière des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un véritable frein à l'avènement de la démocratie et de l'état de droit au Togo. Et ça, il est très difficile de la lever de la tête des Togolais aujourd'hui. Le rôle négatif que la justice a joué dans l'avènement de la démocratie et de l'état de droit au Togo. Parce que si vous allez aujourd'hui dans nos prisons, tout le monde vient de le dire à satiété, on a plus d'une centaine de détenus politiques. Et c'est des gens qui répondent
clairement et effectivement dans la définition réservée par, je crois même, la résolution de l'Union européenne ou des Nations Unies, la définition que les Nations Unies ont fait des prisonniers politiques. Alors, je viens par rapport au second facteur, les forces armées togolaises. Nous avons vu un peu l'intervention, l'immiscion des forces armées togolaises dans le jeu politique togolais. Il est clair que les forces armées togolaises ne sont pas une armée républicaine. Ça, on le dit, et eux-mêmes, ils le savent. Ils ne peuvent pas le nier. Nous avons vu comment l'armée, en 2005, nous avons vu comment l'armée, au mépris de la Constitution, a cautionné l'installation de la dynastie au Togo. La Constitution était claire que lors de la vacance du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale, à l'époque paix à son âme, Fambari Nachamba, a été bien gardé au Bénin. Son avion avait été interdit d'accès au Togo. Et on a fait les allégeances à Faure Gnassingbé qui a accédé au pouvoir. Et donc, cette armée, non seulement a posé ce acte anti-républicain, anti-démocratique en 2005, mais nous voyons comment l'armée réprime les manifestations. Et les fortes répressions, nous les avons connues en 2005 d'abord, où les Nations Unies ont conclu à plus de 500 morts. La Ligue togolaise des droits de l'homme avait conclu à 910 morts. Et les manifestations de 2012 du collectif Sauvons le Togo, et ensuite les manifestations du Parti national panafricain PNP en 2017, et ensuite les manifestations de la C14. Et donc, nous avons vu aussi la sortie d'un chef d'état-major, le général Katanga, qui était chef d'état-major à l'époque, qui était sorti. La vidéo est là, je pense que nous avons vu circuler cette vidéo, et ça n'a attiré l'attention de personne. Le gouvernement n'a pas communiqué sur ce sujet. Le ministre de la Sécurité a voulu le protéger le matin en faisant circuler que, ben, écoutez, il était en voyage, mais c'était sans savoir que cette vidéo allait circuler. Et c'est quand cette vidéo a commencé par circuler qu'on a donné une autre version de ce que, non, mais écoutez, les faits étaient quoi, et puis qu'il était allé pour observer un peu ce qui se passait sur le terrain. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on l'a vu à bord de sa voiture de commandement, on l'a vu sortir une arme. Et cela coïncidait avec la mort d'un jeune mécanicien. Et si vous suivez bien cette vidéo vers la fin, vous allez entendre, je crois que je connais bien ces personnes-là, sans les nommer, deux activistes des droits de l'homme qui étaient sur le terrain. Ils se disaient, oh, Tchale, oh la Danouya. Si vous suivez bien cette vidéo vers la fin, et effectivement, il a tiré et ça coïncidait avec la mort de ce jeune homme. Mais aujourd'hui, rien. Alors, sur la répression militaire, je crois qu'en 2005, les Nations Unies avaient déjà fait le constat par rapport à la question de la répression. Et le rapport onusien avait relevé que la persistance d'une culture de violence et de violation des droits de l'homme était le fondement de la pérennité du pouvoir du président Gnassingbé. Ça, c'était enfin, à son époque, c'est clair, et constitue une dimension importante des violations des droits de l'homme sous le règne et un facteur explicatif de la montée de la violence après son décès. Les mécanismes opératoires de cette culture sont d'une part le silence sur la réalité des actes et les pratiques de terreur, de répression, et d'autre part, l'impunité totale pour leurs responsables, commanditaires et exécutants. La restauration et la promotion des droits de l'homme au Togo passe par l'éradication de ces mécanismes. Et donc, le mécanisme de la répression était sous le régime RPT et a été reconduit après 2005. Pour moi, il n'y a vraiment pas de changement en matière de répression des manifestations ou bien du peuple par l'armée. Et donc,
quand la question du terrorisme s'est posée, l'armée a appelé les citoyens à la collaboration. Mais je crois que le problème était complexe que ça. Une population qui sort pour exiger les réformes, pour exiger les conditions de vie, les meilleures conditions de vie et de travail. Mais que vous réprimez, mais maintenant que tout le Togo est face à un danger, vous appelez cette population-là maintenant pour dire, écoutez, venez, soyez à nos côtés pour qu'on puisse combattre l'ennemi commun. C'est vrai que c'est l'ennemi commun. Je crois qu'il y a une question, un développement parallèle qui a été fait aujourd'hui tout à l'heure dans le développement de Dani Aïda, et on s'est posé la question de savoir, mais entre l'armée togolaise et aujourd'hui les djihadistes, la question se pose, qui constitue la vraie terreur? C'est qui le problème togolais? C'est ça. Qui est le vrai terroriste? C'est ça. C'est une réalité qu'il faut faire ressortir. Donc, 2 minutes, d'accord, je vais essayer d'avancer. Mais néanmoins, il faut quand même poser le problème de l'alternance. On ne peut pas rester sous cela et il faut évoluer et passer à une transition démocratique et nécessairement arriver à une alternance. Et pour cela, il faut s'unir. Et pour cette unité, il faut nécessairement interpeller 2 acteurs. D'abord, les partis politiques et la société civile. Au niveau des partis politiques, si vous permettez, nous allons vivre ensemble. Je voudrais caricaturer un peu les partis politiques togolais sur la question du leadership par une petite vidéo qui dure seulement 30 secondes. Si le technicien, c'est juste une petite vidéo qui dure 30 minutes. 30 secondes. Alors, il n'y a pas de volume, mais en fait, cette vidéo fait une caricature, enfin, 3 personnes qui se baladent et qui pensent qu'ils peuvent ramasser 1 million. Et l'autre dit, si nous ramassons le million, moi je prends 500 000. Et l'autre dit, alors, si vous prenez 500 000, nous pouvons nous partager 250 000, 250 000. Alors, il commence par se tenir la colle à celui qui dit je vais prendre 500 000. Et en fait, bon, on se pose la question de savoir où sont les millions à propos desquels vous querellez. Alors que le million n'est pas encore retrouvé, alors il commence par se quereller. Donc, ce qui veut dire que ce à quoi on a assisté un peu, c'est un peu cette querelle de leadership où, bon, on combat un système, mais quand vient le moment d'affranchir et de pouvoir accéder au trône, mais on se dit, mais voilà, si ce n'est pas moi, eh bien, je crois que ça ne peut pas passer. Et donc, je crois que les partis politiques doivent vraiment s'unir dans une dynamique et en faisant fi de leur intérêt, leur calcul politicien. Et il en est de même pour la société civile, les responsables de la société civile, qui doivent être objectifs dans leur analyse. Et je crois que cette occasion a été manquée en 2020, ça il faut le dire. Mais aujourd'hui, pour conclure, on a quand même des atouts majeurs. Le pouvoir, en fait, tout le monde est fatigué. Il y a des frustrations et il y a un laxisme. Et aujourd'hui, le pouvoir semble naviguer à vue. Et donc, pour moi, je crois quand même qu'on doit saisir cette opportunité pour affaiblir le régime au plan interne et au plan international. Et donc, l'alternance politique doit nécessairement faire droit de cité au Togo parce que c'est le point d'achèvement de tout processus démocratique. Au Togo, ce processus a été amorcé depuis les années 90.
Et il faut nécessairement y parvenir et conclure la lutte. Et tout cela dépendra effectivement des acteurs que je venais de citer, les partis politiques, les organisations de la société civile, de la diaspora, donc du Togo. Et je crois que je vais m'arrêter là pour que les débats soient ouverts. Et je crois qu'au cours des débats, on pourra échanger véritablement. Merci beaucoup. Et qui se perpétue, s'accentue autant que et en l'occurrence la justice, qui au fond meurt une arme politique ou un bras politique qui consiste donc à basculer quiconque ose dire le contraire ou ose accorder donc, une contradiction. Et également, tu dois corriger si je n'ai pas tout retenu, mais il me semble que tu as évoqué également la présence des forces armées togolaises au-delà des casernes, c'est-à-dire dans les administrations d'État et la barbarie, donc qui est l'œuvre d'une milice précisément appelée autodéfense, les forces d'autodéfense, avant d'aboutir au fait qu'il y a deux acteurs qui jalonnent les forces démocratiques, à savoir les partis politiques d'une part, et d'autre part, donc, les organisations de la société civile dont fait partie la diaspora et en particulier Audi Togo. Donc nous allons à présent ouvrir le jeu donc, des questions-réponses, de sorte que nos intervenants puissent accorder une réponse à celle-ci. Merci beaucoup pour l'intervention. Merci aux journalistes pour la présentation. Merci également à Maître Vincent Gazamé, qui sont direct avec vous sur Fest Info TV, pour qui très loin participer à cette assemblée générale de Covid Togo pour de la diaspora togolaise. Eh bien, vous avez expliqué fondamentalement la très problématique du Togo, la violence que du gouvernement. La limite également au État. Vous pouvez laisser directement vos questions, vos commentaires, et j'espère que vous allez les transmettre pour rester au net. À présent, on peut aussi vous laisser l'ambiance même ici après pour la séquence de l'espace. Merci pour votre cette et merci encore à la merci beaucoup. Soyez sur votre restaurant. Ce n'est pas évident. Depuis 4 heures du matin, il est toujours là. Il a donné le temps encore le courage à toute la jeunesse, surtout de s'impliquer dans ce combat démocratique. Merci à vous. Là, il y a déjà Théo qui souhaite poser une question. Merci, modérateur. Merci aux organisations pour cette proposition par pleine de sagesse et catholique. Les éléments qui nous éclairés. Merci également pour l'éloquence dans l'ordre et le pandémie. Alors, un premier point, on va dire l'explication par rapport à l'observation qui est étonné que une organisation comme le Togo ne ressemble pas au moins centaines. Donc, il y a un effet qu'on ne voit pas ici. En réalité, dans cette salle, vous avez un concentré. Parce que les gens sont venus du Canada, quelques-uns de Suisse, quelques-uns de France, mais il y a dans les associations qui composent une organisation qui a un seul dans leur
aussi faible que l'Assemblée sans 50 conventionnels. L'organisation du mois de développement, à 150 000. Donc, ceci étant, un peu plus nombreux parce qu'on nous a dit à taille même, il y a une école qui est assez importante et qui n'a pas été étudiée. Alors, ma question, ça pourrait se donner une question. Votre exposé est réaliste, mais dans certains aspects, elle est pessimiste. On a l'impression que nous, les Congolais, nous sommes condamnés à vivre pour le jour de ceux qui nous ont déclaré cette guerre. Pensez-vous, nous pouvons gagner cette guerre un jour et à quelle condition? Une autre question, on va essayer de prendre au moins 3 de sorte à rendre intéressant à la réponse. Nous avons constaté que les deux intervenants ont une analyse de la situation du réseau et ont dire aussi la solution qui va être portée à qui va être adoptée pour l'accueil. Et cette décision-là est les procédures qui qu'on voit au sein de la société congolaise. Je crois que alors, une question est de savoir, la question s'appelle de savoir est-ce qu'il est sûr ou bien s'il est optimiste sur Bonjour. Je voudrais aussi à mon tour remercier l'Ivoirien Sindoro et aussi Gary pour leur présentation. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous ai écouté, mais je dois avouer que je suis resté sur ma fin. Mais en fait, en ce sens que vos présentations ont été un peu en mode de perspective la situation du Togo. Et c'est comme un malade qui a une maladie. Vous avez décrit les symptômes. Mais au-delà des symptômes, je crois que ce qu'attend le malade, c'est la guérison. Quelles sont les solutions pour sortir le Togo, justement, de cette situation? Et ça rejoint pour la thématique. Quelles sont les clés pour ouvrir les portes de l'alternance? Et dans cette perspective, je crois qu'il va falloir peut-être aller vers un dépassement d'horizon pour ne pas rester seulement dans le constat, mais dans les clés qui vont pouvoir ouvrir justement ce blocage. Et ouvrir ce blocage, cette porte-là, demande qu'on pose d'abord une grille d'analyse historique sur la situation du Togo, comment on en est arrivé là, pourquoi le président Sylvain Solidier a été tué, qui sont les personnes qui l'ont tué, et pourquoi ils ont été installés dans ce Togo carré. Nous sommes en Allemagne, vous voyez alors le lien que je fais avec la situation togolaise, dans ce lien carré, et pourquoi un régime militaire et dictatorial a été implanté depuis 38 ans et à la bord du père, le fils a repris et est resté dans la même situation aujourd'hui. La mauvaise nouvelle, c'est que ça va continuer. Ça va continuer tant que nous ne changeons pas de paradigme. Et quand que nous pensons que nous allons toujours avec les outils démocratiques, élections, marches et tout ça,
faire une lutte contre une statut implacable qui n'est pas prêt à changer les paquets, c'est un des problèmes. Je crois que je voudrais demander alors aux panélistes de prendre votre expérience, votre culture, de peut-être aller plus loin dans l'analyse pour nous présenter des perspectives qui nous permettent justement non seulement de changer de paradigme, ça fait 30 ans que nous faisons la même chose, mais aussi la nature de ce régime, quels sont les moyens efficaces, conséquents que nous pouvons utiliser pour faire pour puissamment servir ça en intervention. Je vous remercie. Alors, on va d'abord traiter les trois questions, mais avant ça, une question. En termes d'information, la première, les questions, il faudrait qu'on se limite à un temps précis, en l'occurrence 1 minute grand max, afin qu'on puisse balayer l'ensemble des questions et aller dîner de répondre à la question. Ça, c'est le premier point. Le second point, pour dire que quand la tête est là, nous ne pouvons pas le chapeau, je laisserai le moyen de répondre aux questions. Sur la première, qui parle de pessimisme et l'autre d'optimisme, avant d'aboutir sur la perspective, le moyen disait tout à l'heure qu'il n'a pas, par rapport à la première question, il n'a pas aujourd'hui les outils nécessaires pour apporter une réponse à cette perspective-là. Il faut décrire. Et donc, sur le reste, je le laisse et lui et maître Agaré apporter la réponse qu'il faut. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. le Président de séance. Alors, je réponds tout de suite à Théo qui a posé la question de savoir si nous pouvons gagner cette guerre. Il faut d'abord prendre conscience qu'il s'agit d'une guerre. Il faut d'abord savoir que ces gens qui sont arrivés au pouvoir par un moyen de violence, il n'y a pas un autre mot, dans le sang, et qui sont prêts à conserver le pouvoir en achetant des machettes à leurs miliciens, en bombardant les populations. Ces gens qui sont prêts à enlever, arrêter, enlever et jeter en prison quiconque les inquiète. Nous avons les exemples les plus récents en la personne de Jean-Paul Oumoulou, et le journaliste Eda. Bon. Ils sont en guerre et il faut que nous prenions conscience qu'ils sont en guerre. Quelqu'un a cité un proverbe cher au feu général Tidjani, qui dit que ce n'est pas le chasseur, mais que la perdrix, ce n'est pas contre le chasseur que la perdrix en a, mais c'est contre celui qui l'a signalé et a dit voilà la perdrix, voilà la perdrix. Bon. Ces gens généraux, ces gens colonels, ces gens caporaux, tant qu'ils sont sur le champ de bataille. En matière de terrorisme, moi je les ai vus
depuis le 13 janvier. J'ai vécu ça de près. Ils sont en guerre. Et c'est pour ça que je prends comme j'érige au stade de métaphore la personne qui a dit à Wadjol Lobby, à Wadjol Togo, à Wadjol, mais quel est le Wako? Pour moi, il s'agit de prendre conscience d'abord et ensuite se dire nous pouvons gagner cette guerre. Mais il s'agit de prendre conscience d'abord que c'est nous qui sommes les victimes. Et de prendre conscience aussi que ce pouvoir est soutenu par une puissance extérieure qui a tous les moyens médiatiques, moyens militaires, moyens économiques, moyens autant. Alors, si on nous réduit à la résignation, eh bien, nous allons dire, eh bien, nous ne pourrons jamais y arriver. Heureusement que nous sommes la diaspora. Et des fois, il m'arrive de dire, ou bien, des fois, les miens me disent, ce que tu écris là, si tu étais à Lomé, ouais, on t'aurait tué. On t'aurait mis en prison. Mais au moins, nous sommes dans la diaspora. Et nous pouvons de loin faire quelque chose. Et c'est en ce sens-là que j'ai dit que je regrette que Fodi Togo ne réunisse pas plus de gens que ça. Si on veut gagner, il faut être nombreux et il faut être ensemble et il faut être unis. Alors, oui. L'autre question, je peux les réponses aussi, parallèlement, pour qu'on essaie de les écouter, c'est vrai, on a beaucoup à dire, malheureusement, le temps nous presse. Donc, on termine le lot de questions et puis je donne la parole. D'accord. Mais aussi essayer de. Moi, je crois que cette guerre, on la gagnera. Enfin, moi, je crois que nous tous, nous y croyons. Et je suis sûr que ce qui est suicidaire, c'est la résignation. Si on se résigne, c'est vraiment suicidaire. Et je crois que cette guerre, on va la gagner. Mais maintenant, à quelles conditions? Je crois qu'aujourd'hui, au regard du contexte, il est clair qu'il faut nécessairement fédérer les forces. Il faut fédérer les forces. Et il faut une dynamique unitaire, des gens qui sont vraiment volontaires et qui mettent, qui ont une fibre patriotique, mais qui mettent l'intérêt général au devant. C'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'on sait que c'est le Togo d'abord, mais ce n'est pas le pouvoir en réalité pour le pouvoir, à partir de ce moment, quelles que soient les querelles qui existent entre nous, ok, mais mettons de côté l'ennemi commun d'abord, et après on va en discuter. Et donc je crois qu'il faut cette vision, il faut cette dynamique unitaire, il faut un programme autour duquel cette dynamique unitaire se réunit, et à partir de là, ayant le Togo comme le seul objectif, je crois qu'on y arrivera à cette condition. Parce qu'en réalité, le plus fort n'est jamais assez fort. Hein. Le plus fort n'est jamais assez fort. Et aucun régime n'a gagné dans l'histoire des peuples, aucun régime n'a gagné une guerre contre sa population.
c'est vrai que c'est dur, mais en fin de compte, bon, on arrive quand même à bout des dictatures. Ça, c'est clair. Bon. Et maintenant, est-ce que par les conditions démocratiques, on peut parvenir au pouvoir? Non, mais les seules conditions démocratiques qu'on connaît, c'est les élections. Mais il y a aussi, les révolutions font partie de la lutte des peuples pour l'alternance. Je crois que quelqu'un disait, à vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on rend inévitable les révolutions violentes. Ça, c'est... Quand vous étouffez, on y arrivera un jour. Et je crois quand même que, bon, on tend vers là nécessairement. C'est ça. On ne peut pas embrigader un peuple comme ça tout le temps, la servir juste pour des intérêts personnels. Moi, j'y crois, mais à condition qu'il y ait le patriotisme, la dynamique, la fédération des forces volontaristes. Voilà. Merci, madame. Donc, avant de donner le champ ou la parole aux autres, afin de poser leur question, moi, je pense qu'il faut aussi faire face à une certaine réalité et répondre des fois sans embâche. Aujourd'hui, s'il faut écarter la question des élections, ben, la seule perspective, c'est de prendre les armes. Mais pour prendre les armes, il faut de l'argent. Et la question liée à la trésorerie s'est posée tout à l'heure, où tout le monde a été confronté à cette réalité-là. Donc, quelque part, comme on dit, il faut faire avec ce que l'on a. Et factuellement, pour le moment, il faut faire avec une certaine organisation, une méthode, une méthodologie pour pouvoir aboutir. Vous n'avez que les élections. Maintenant, comment faire en sorte que ces élections-là, s'il faut ou il faille qu'elles doivent se tenir, que vous puissiez les remporter, parce qu'il ne suffit pas d'y participer. Encore une fois, puisque tous les participants ont gagné. Mais maintenant, comment récupérer cette victoire-là? Je pense que le curseur doit être à ce niveau et que nous puissions nous mener la réflexion en profondeur autour de comment prendre cette victoire de gré ou de force. Maintenant, je fais... Il y a Elhadj, ensuite le doyen, et puis monsieur... Le monsieur en jeu. Monsieur, nous sommes confiants que le Togolais, depuis une cinquantaine d'années, ils ont essayé tous les moyens nécessaires pour pouvoir changer le pays. Alors que nous sommes, comme venait de dire l'analyste, nous savons que le pays a tous les moyens qui sont soutenus partout et que nous, les citoyens togolais, nous sommes aussi déterminés, nous sommes prêts pour changer. Supposons qu'il y a deux moyens pour changer. Lorsque tu vois en face de quelqu'un qui a la force qui te domine, soit tu vas fuir pour te sauver la vie, soit tu dis tu sais que tu es fort, tu la prends pour gagner. Alors, nous avons tous les moyens. Nous avons tous les forces. Nous sommes des hommes conscients qui réfléchissent, qui ont l'intelligence, et à travers cette intelligence-là, nous pouvons passer aussi des moyens efficaces d'intelligence pour changer notre pays. Pourquoi nous n'avons pas cherché ces moyens si nous n'avons pas la force insurrectionnelle ou le moyen institutionnel ou les moyens financiers, et aussi il faut avoir soutenu par les services de renseignement que tout est bloqué. Donc, ma question revient à vous. Si nous savons tous que tout est bloqué, qu'est-ce que nous devons faire
alors que nous savons que la vie d'ensemble est une obligation. 15 secondes là, parce que c'est une Donc, la vie d'ensemble est une obligation pour les Togolais ou, même si c'est d'autres aussi, d'autres pays. Prenons l'exemple du Mali. À un moment donné, ils ont décidé, vous savez, nous devons être ensemble pour combattre le système. Que le système qui cautionne et tout ce qui se passe chez nous, nous le savons tous, nous sommes conscients que c'est ça. Donc, je pose la question de savoir qu'est-ce que nous devons faire pour changer un système qui va nous permettre d'avoir la présence chez nous. Merci. Merci beaucoup. Il faut un petit peu dire que en fait, le secrétaire dit, on aurait pu avoir toutes les clés possibles, les analyser et voir la clé qui pourrait nous aider à ouvrir la porte. Mais on n'a pas pu, on a vu plutôt un décalage. C'est bien dit, c'est bien. On aurait pu avoir aussi quelques éléments de cette clé. Je dis que le problème du tout, et comme Sophie vient de le dire, les élections, on les pose. La vie d'armée n'a pas d'âge. Mais les élections, il faut dire que nous avons vu dans un pays où la Cour suprême a été nommée par le gouvernement, la CENI a été organisée, a été nommée par le gouvernement. Mais ils ont donné des résultats contre ce gouvernement. Le Ghana, Sénégal, Gambie. Le problème du Togo, c'est souvent le patriotisme, l'intégrité. Et qui nous en Côte d'Ivoire, parfois, j'ai l'impression que les hommes intègres ne sont plus là. Regardez, nous sommes des esclaves. Hein. L'esclave qui ne sait pas qui est l'esclave, il sera difficile de sortir de l'esclavage. Je prends l'exemple des maîtres, des enseignants. Vous n'avez pas vos droits. C'est eux qui le répétent qui sont dans les bureaux de cours. C'est eux qui donnent les élections pour le répéter. Comment vous pouvez être esclave? Vous êtes pas. Vous donnez les élections pour votre esclave. La dernière fois, on nous a dit de cotiser pour les sept. Moi, je vais cotiser pour les sept. Parce que c'est des frères qui sont là. Mais l'autre, il était dans le bureau. Regardez, il y a une qui sont intéressants, c'est les enseignants. Vous conservez ce régime. Pourquoi? Pour 10 000 francs. Pour 10 000 francs. Il faut avoir le gouverneur. Le patriotique. Regardez la douleur. Je suis très long, mais je pense qu'il faut appeler à la conscience patriotique et nationale des Togolais. On a une Cour suprême peut-être qui est nommée par Fortescue, mais il peut dire le droit pour une fois, un jour. Merci. Et puis, il faut remarquer, c'est que ça fait 62 il y a une violence. Et tout ce qui faisons politique, c'est une table que les élections sont une occasion. Le peuple propose de la dictature tant que les deux l'égalité de l'État. Et donc, et donc, vous éclatez le cœur face à une violence. L'élément, à mon avis, c'est très important à comprendre. Mais il y a de l'espoir. Je vais vous dire, donc, sur l'espoir.
On a souvent des questions, quand on a des questions, je ne peux pas dire ce que mon frère vient de dire, je ne vais pas le comprendre. Je comprends que je vais pour la foi. Oui, mais il Pour faut la comprendre bien, mais je vais dire ça pour vous. Je crois que tout comprendre. Parce que, même pour la formation, c'est des responsables. Le peuple, vous savez quand et je suis venu le constater que la diaspora congolaise, quand la diaspora et les musulmans, la construction et donc, point de donc, on va continuer à se poser des questions. Et encore une fois, je pense que je vais devoir obliger quelques secondes au besoin, parce qu'il faudra vraiment s'en tenir aux minutes afin qu'on puisse rapidement aller alors, il y a le plan de casquette. Merci. Avant-hier, j'ai essayé de prêter une promesse sur une plateforme et j'ai été traité, bon, je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis très surpris qu'on a compris le même thème, à savoir le problème du Congo se mesure en deux points, l'armée et la justice. Pour moi, c'est ce que moi je pense, et peut-être de l'autre humain pourrait. Bon, j'ai quelque chose qui me tient toujours à cœur et que je voudrais partager avec l'Assemblée, c'est que tout le monde crie ici que nous n'avons pas les moyens pour affronter ce défi. Il y a des méthodes à utiliser que nous n'avons pas d'abord essayé. La non-violence, par exemple. J'ai essayé de proposer sur les différentes plateformes, à savoir comment faire affaiblir le gouvernement, le faire tomber par la non-violence qui a été utilisée dans d'autres pays et qui a marché. Comment est-ce que le Togo ne peut pas l'utiliser par les gens qui donnent? Il y a la question, pourquoi ne pas arrêter le Togo, ne pas en boycottant, en imposant un boycott, de ne plus payer les taxes au gouvernement. Et c'est la question que je me pose. Bon, voilà. Merci. Pour pouvoir poser les OK. Alors, il y a le. Oui, voilà. Je peux répondre à la question de l'argent. Sur le plan du financement et sur le plan des élections. Et tout nous ramène à l'argent. Il s'agit de l'armée et il s'agit aussi de compliquer les élections. L'argent doit lever. Alors, on ne peut pas répondre. Il y a un
C'est-à-dire, nous vivons le 22 février 2020. Et très vite, plusieurs personnes se font décourager parce que on a des élections de victoire. Et on va pouvoir les jouer. Il faut être sérieux, être fort dans les réunions et déranger les comportements. Parce que vous commencez, souvent dans le monde, on peut le voir, on le voit, si nous n'arrivons pas, le mythe aussi. Les interventions qui sont un peu effectives, et le fait de voir que oui, on ne peut pas apprêter à la présence de l'humanité, on ne peut pas la présence de l'humanité. On ne peut pas dire la vérité de la planète, comme il y a des prises, on n'a pas dit qu'on trouvait des stratèges, des émotions des gens qui services, et ça évite au Congo intellectuel, dans les penseurs qui donnent cette clé-là. Et bien, pourquoi, moi, il y a demandé à faire dans les activités. Beaucoup de gens ne savaient pas. Moi, j'ai mon exemple. Après, mon mec, il va lui c'est un effort. Mais c'est quelques individus qui ont bloqué la route internationale et le Congo, que tous les mondes, c'est arrêté. Et donc, il y a des solutions. Et les solutions ne sont pas forcément la guerre, elles sont des solutions qui ont été évitées, c'est des solutions d'ailleurs qui sont appelées tout le monde. Mais c'est moi, je vais des sujets à traiter dans le secteur de soins et comment dire, mettre en place. Alors, est-ce qu'il y a d'autres souhaitants, doyens, je note que Alphonse a levé la main. Pour autant, il faudrait qu'on donne l'occasion à ceux qui n'en ont pas posé encore de questions. Et puis ensuite, on pourra, si le temps vous le permet, redonner la parole à ceux qui ont déjà fait. Merci beaucoup pour l'éclairage de faire pour l'instant des quel collègue Daniel disait peut-être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on crée les conditions de la paix. Et pour créer les conditions de cette paix-là, il faut faire quoi? Il va caricaturer en prenant le syndrome du chat et la colonie de souris avec le crochet. Il va les mettre crochet à la tête, au cou du chat. Notre problème est modélisé comme celui-là. Si on continue à dire, c'est toi qui vas aller mettre le crochet, comment? Chacune des souris, je crois que le chat va les manger une. Donc, si nous avons bien modélisé le problème, nous savons ce que nous devons faire comme cette colonie pour pouvoir résoudre notre problème. C'est la ruée sur le chat. Comme si on était là et que quelqu'un débarque ici pour nous manger. Qu'est-ce que nous allons faire nous tirer là-bas? Alors, Alors, on vient d'informer que le temps ne vous permet de pouvoir continuer. Moi, je vous proposerai que la prochaine fois, il y ait des ateliers, de sorte que constituer en groupe, afin que les réflexions soient menées en groupe et puis restituées, ce qui permettra à chacun de pouvoir s'exprimer. Donc, on va aller dîner pardon, parce que la salle va être libérée à 23 heures. Et là, si je m'en tiens à ma montre, il reste toute une heure. Donc,
Donc, je pense qu'on va mettre un terme au débat en remerciant, bien entendu, Moi, je pense qu'on ne doit pas, ça c'est clair, on ne doit pas je retiens ce que le doyen vient de dire par rapport à la fédération des forces. Quand vous êtes unis, l'ennemi devient une proie, ça c'est clair. Donc, il faut trouver les moyens de cette union. Si nous voyons un peu ce qui s'est passé au lendemain de la présidentielle du 22 février 2020, il faut savoir que nous avons manqué à une occasion. Ça, c'est clair que on a laissé carrément celui qui nous a volé et on s'est tiré sur nous-mêmes. Donc, il faut corriger ces erreurs et avancer. C'est ce que moi je peux dire. Merci. C'est difficile de construire d'innoter la référence au but de l'esprit. Il est écrit dans mon exposé, mais comme je ne l'ai pas vu, alors on recommence. Et Camus dit, il faut imaginer Sylvie heureux. Alors, recommencer et être heureux lorsque la pierre qu'il a roulée jusqu'au sommet de la montagne dégringole et tombe et qu'il regarde, il dit au moins qu'il est fait, par là, j'ai défié les dieux. Est-ce que ce n'est pas ce que nous faisons? J'ai défié Eyadema. J'ai défié Fort Nassimé. Et puis après, il faudrait aller au-delà du bonheur des civils. Selon Camus. Nous aurons peut-être le temps d'en discuter après. C'est sûr. merci, doyen, merci. Merci également. On a